Bonsoir à tous, nous sommes de retour sur la chaîne YouTube des publications Agora avec nos deux experts des marchés, Philippe Béchade et Étienne Henry. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vous a réunis ce lundi 23 mars pour faire le point sur la situation au Moyen-Orient et évaluer l'impact du conflit sur nos économies et nos portefeuilles d'investissement. Ces dernières 48 heures, Donald Trump a franchi un nouveau cap dans le conflit en donnant à l'Iran un ultimatum de 48 heures donc pour rouvrir totalement le détroit d'Ormuz, sous peine de frappe contre ses centrales électriques. Et en réponse, Téhéran a menacé de fermer complètement le détroit et de viser des infrastructures énergétiques stratégiques de ses adversaires dans la région. Alors Philippe, est-ce qu'on est encore dans une logique de rapport de force maîtrisé ou finalement est-ce qu'on est entré dans une phase de dynamique d'escalade qui est en train d'échapper à Washington et à Israël? Depuis le samedi 28 février, on est dans la logique d'escalade au quotidien. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas la destruction de tel ou tel équipement gazier, pétrolier. Alors, l'ultimatum de Trump, alors là, c'est, comme on dit, c'est fort de café. Euh, Lui et son allié israélien ont déclenché une guerre. Le plan de riposte iranien était connu bien avant le déclenchement des hostilités et il se déroule exactement comme Téhéran l'avait prévu. Et là où je pense que Trump s'est trompé, ou son entourage l'a délibérément trompé, c'est en disant, vous verrez, les Israéliens, c'est comme Saddam Hussein, au bout de 3 jours d'offensive, il n'y aura plus personne et ils capituleront. Bon, l'Iran n'est pas l'Irak, hein, tout simplement. Et les ripostes de Téhéran sont des ripostes parfaitement proportionnelles. Vous m'attaquez un oléoduc, je détruis un gazoduc. Vous coulez un bateau, je coule un pétrolier. Vous bombardez mes sites nucléaires, je bombarde le site nucléaire israélien. Et c'est pas en fait l'Iran qui crée un chaos en faisant des choses qui n'étaient pas prévisibles. En fait, l'Iran, à chaque fois, riposte à la hauteur de l'attaque qu'il subit. Et donc, un pays qui est attaqué se voit maintenant poser un ultimatum, rouvrez le détroit. En fait, les Iraniens l'ont pas fermé, puisqu'ils laissent passer les pétroliers, les méthaniers et les bateaux chargés d'engrais, si ils sont chinois, pakistanais, indiens, ou si la cargaison a été payée en yuan. Si les bateaux ne circulent pas dans le Golfe, c'est pas parce que l'Iran a fermé le détroit, c'est parce que les assureurs n'assurent pas des bateaux exposés à un risque qui est triple, puisque une assurance maritime, c'est un, la coque du bateau, c'est-à-dire la valeur du bateau lui-même, à vide, la cargaison, et ce qui pose vraiment problème en cas de guerre, c'est l'équipage. Et en cas de guerre, les compagnies d'assurance n'assurent pas les équipages. Voilà, c'est ça le fond du problème. Donc, demander à l'Iran de rouvrir le détroit, c'est un peu se moquer du monde, mais c'est surtout s'appuyer sur le narratif des médias occidentaux, hein, qui jouent à fond la propagande qui vient aussi bien de la Maison-Blanche que de Tel Aviv. Ce qui est en tout cas certain, c'est que pour l'instant, les pays qui souffrent le plus, faut le rappeler, ce sont les Émirats, le Qatar, le Bahreïn et maintenant l'Irak. Parce que ces pays-là, leur modèle économique est complètement remis en cause et on va donc bien sûr évaluer les conséquences d'Émirats qui sont pris à la gorge, plus de recettes pétrolières, plus de recettes aéroportuaires, hein, puisque plus aucun avion ne passe ni par Dubaï ni par Abu Dhabi, plus de recettes immobilières, et ça c'était aussi un des fondements de ces économies. Pour le Qatar, bon là c'est surtout plus de recettes aéroportuaires, puisque les avions ne font plus escale à Doha, et plus de recettes gazières, hélium et engrais. Et les autres pays du Golfe sont tous touchés à un degré plus ou moins élevé. Et ce que l'on risque si Trump met à exécution
ces menaces de viser les infrastructures civiles iraniennes, notamment énergétiques, voire pourquoi pas, ça sera encore plus dommageable, les usines de désalinisation. Il faut savoir que si l'Iran réplique de la même façon, aussi bien sur Israël que sur les Émirats et que sur le Qatar, il suffit de toucher le principal centre de distribution de l'électricité et les Émirats et le Qatar et le Bahreïn seront dans le noir, alors que l'Iran, c'est 31 régions qui ont pratiquement chacune une autonomie énergétique. Voilà, qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et si Trump ou Netanyahou où l'exécutif israélien décidait de bombarder les usines de dessalement iraniennes, si la réciproque touche les Émirats, le Qatar, l'Arabie saoudite, alors les Émirats deviennent inhabitables. Sans eau dessalée, 10 millions d'étrangers doivent quitter les Émirats parce qu'il n'y aura plus d'eau et encore, y en aurait-il encore assez pour les Émiratis eux-mêmes. Même chose pour le Qatar. Voilà. Donc la problématique aujourd'hui, elle est même au-delà de l'énergie. C'est que se passe-t-il si les Émirats, si le Qatar font faillite? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà. Et bien sûr, bon, si le détroit d'Ormuz n'est plus praticable, évidemment, on n'a plus de pétrole, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'engrais, on n'a plus d'hélium. Voilà, c'est la cascade, on la connaît. Mais voilà l'enjeu, d'ores et déjà, en ce lundi 23, la survie des Émirats et du Qatar, la survie économique est aujourd'hui en jeu. Et il faut voir ce que pèsent ces pays dans le contexte financier international. On va en revenir un peu plus tard sur cette question. Peut-être à moyen terme déjà, quels sont les risques qui pèsent sur le fonctionnement du commerce de l'énergie dans le monde aujourd'hui, Étienne? Il va y avoir plusieurs effets en cascade, et c'est vrai que tu poses la question, elle est intéressante, c'est à quel terme on se place, court terme, moyen terme. Philippe a bien indiqué de ce qui peut se passer, et je dirais même à très court terme. Il parlait tout à l'heure de mettre ces pays du Moyen-Orient dans le noir. Effectivement, dans le noir, c'est pénible. Sans climatisation, sans chauffage, sans électricité publique, c'est un problème. Sans eau potable, c'est un problème très 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 aigu. Un pays ne tient pas une semaine sans eau potable, ça se compte en jours, voire en heures. Donc après, sur la question de l'énergie, on a beaucoup parlé, je trouve, dans la presse généraliste et économique, donc c'est une bonne chose de parler de la fermeture du détroit d'Ormuz, de fait, effectivement, des 20% du pétrole qui passe par là. Et ça, c'est vrai que sur le long terme, on se dit, bon, bah, si on ferme ces robinets, c'est un problème. Maintenant, il faut se rappeler que l'énergie, il y a quand même un effet de stock qui est très important, notamment pour les pays qui utilisent cette énergie, ce gaz naturel, ce pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Il y a des effets temporels, notamment simplement le temps de transport des cargaisons. La Chine, par exemple, qui est extrêmement dépendante de ces hydrocarbures qui passent par le détroit, elle a des semaines devant elle parce qu'il faut le temps que les méthaniers, que les pétroliers arrivent. Et puis même après, sur place, il y a toute une chaîne logistique industrielle où on fait de la pétrochimie, on fait des produits pétroliers, des plastiques. Et en fait, le vrai dommage dans l'économie réelle, il se fait bien plus tard en amont, en aval. Maintenant, le problème, si on ferme le robinet, c'est combien de temps il reste fermé. Donc, on a des stocks partout, hein. Il y a des stocks de pétrole, il y a des stocks de gaz, il y a des stocks de matières pétrolières et chimiques. Donc, ceux-là, on peut les utiliser quand ça s'arrête. La vraie question économique, et c'est ça que les marchés essaient de pricer en ce moment, c'est est-ce qu'on est dans un moment où on va juste devoir gérer un peu des problèmes de liquidité, donc du manque d'argent ponctuel, parce que, comme le dit Philippe, typiquement les exportations du Qatar, 100% de leur exportation de gaz naturel, aujourd'hui, c'est arrêté. Ils ont arrêté leurs usines de liquéfaction. Le GNL qatari, ça n'existe plus sur le marché international. Donc pour le marché international, c'est embêtant. Pour le Qatar, c'est une catastrophe. Quand on rouvre le robinet, si tant est que les infrastructures n'aient pas été détruites, mais quand on rouvre le robinet, bon, bah, ça reprend. Donc, est-ce qu'on a survécu au petit trou d'air? C'est une bonne question. Mais la vraie question aujourd'hui sur les marchés, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un monde où on a 20% de pétrole en moins, où on n'a plus tout le GNL du Qatar, où on n'a plus les engrais. Philippe l'a très bien évoqué là, il y a quelques instants. Je voudrais tirer un peu la sonnette d'alarme là-dessus. Pareil, les engrais, c'est 20% des engrais mondiaux qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc en fait, on a la même crise structurelle sur ce qui est nécessaire à l'agriculture que ce qu'on a sur l'énergie brute.
Et ça, on s'en rend pas bien compte, mais autant on peut rouler 20% de moins, on peut faire voler 20% de moins d'avions, on survivra tous, autant si notre agriculture a 20% de moins d'engrais, euh, on aura faim. Et là, on parle quand même d'autres choses. Mais c'est pas encore tout à fait dans le radar des investisseurs parce que bah, le prix des engrais, il y a moins de spéculation dessus, il y a moins de visibilité et on parle moins de l'envolée du prix des phosphates et des engrais azotés. Mais le problème structurel est là. Donc, ce qu'il va falloir déterminer maintenant, il va falloir surveiller la géopolitique pour voir si on rentre dans un monde de crise vraiment de toutes ces matières premières qui vont devoir disparaître. Est-ce qu'on va devoir se réorganiser? Et là, ça nous renvoie, bah, pour ceux qui nous écoutent et puis qui étaient déjà investis sur les marchés il y a 3 ans, à l'époque de la guerre en Ukraine et du début du manque de gaz en Europe, eh bah, l'Europe a été un petit peu le laboratoire de ce qui se passe dans ces cas-là. Quand on perd 50% de nos arrivées en gaz, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit que c'est une catastrophe. Et bah, aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va se passer si le monde perd 20% de son pétrole, 20% de son gaz et 20% de ses engrais? Bah, les mêmes causes produisent les mêmes effets, hein. Donc, on sait que ça va être une redite, mais cette fois-ci à l'échelle planétaire. Et autant l'Europe a pu bénéficier en 2022 bah, du fait que ça restait un petit territoire à l'échelle de la planète. Donc, bah, on n'avait plus le gaz russe, mais les Qataris étaient là pour nous en donner, la Norvège était là pour nous en donner, les Américains étaient là pour nous en donner, ils ont répondu présent. Aujourd'hui, si toute la planète manque de ça, qui va nous en donner? Ça va pas être Mars et Jupiter. Donc, il va falloir vraiment faire ça. Il va falloir pas juste trouver des solutions de repli. Donc, on rentre quand même dans une forte, forte période d'incertitude. On sait ce qui se passe hein, en termes d'effets économiques, mais on en parlera si on a un moment aujourd'hui. On sait quels sont les maillons de la chaîne qui sautent, on sait qui sont ceux qui se trouvent le plus, ceux aussi qui en profitent, hein, parce que c'est pas que de la destruction de richesse, c'est aussi du transfert. Bon. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur l'aspect militaire des choses, parce que c'est effectivement très aigu. Bah, on voit que la situation, elle bouge d'heure en heure. Là, on est au milieu de l'ultimatum, alors comment ça va se régler? Est-ce qu'on va avoir plus d'attaques sur les infrastructures énergétiques? Bon, demain, la situation sera différente. Mais en tout cas, sur le moyen et le long terme, on rentre quand même dans une mécanique qui est lente à mettre en place, mais une fois qu'elle sera en place, elle va aussi être lente à arrêter. Donc, justement, quels seront, selon toi, ou et Philippe, tu peux répondre aussi, les grands gagnants et les grands perdants de ce renversement mondial? Bah, les grands perdants. Alors déjà, si on rentre vraiment dans un monde de pénurie, le grand perdant, c'est tout le monde. Parce qu'avec 20% d'énergie en moins, on fait en gros 20% de choses en moins. On va pas du jour au lendemain passer aux énergies renouvelables, on va pas du jour au lendemain décarboner notre économie. L'économie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous enlevez 20% de gaz, 20% de pétrole, vous faites grosso modo 20% de PIB en moins. Voilà. Donc, de toute façon, il va y avoir un choc économique majeur. Et 20% en moins, donc là, pareil, hein, pour nos amis investisseurs et qui étaient là il y a quelques années, c'est en gros l'effet des confinements du Covid. Sans les effets du quoi qu'il en coûte, hein, sans les effets où on paye les gens à rien faire, où on paye les entreprises à ne pas faire de chiffre d'affaires, c'est vraiment la baisse de l'économie. Bah, ça veut dire qu'on ne va plus au restaurant, ça veut dire qu'on a du mal à trouver du bois de construction pour construire sa maison, ça veut dire que les avions ne volent plus. Voilà, c'est ça, 20% en moins. Donc c'est vraiment un choc majeur au niveau macro. Après, au niveau microéconomique, il y a toujours des sociétés qui sont bien placées pour en profiter. Typiquement, bah, on parle du gaz naturel. Si vous considérez que le Qatar ne peut plus réexporter son gaz naturel, eh ben, les besoins ils sont toujours là. Ah, vous avez toujours des pays qui sont en croissance. Vous avez même de toute façon des pays, même qui sans être en croissance comme l'Europe, consomment beaucoup de gaz naturel. Donc il y a une demande mondiale. La question, c'est qui peut y répondre? Et ben, qui peut y répondre? C'est ceux qui ne sont pas concernés. Typiquement, les exportateurs en Amérique du Nord. Alors, les Américains sont extrêmement bien placés sur le gaz naturel. Ils ont beaucoup d'infrastructures. Il faut se souvenir que Biden, en fait, avait mis un moratoire de fait sur l'exportation du gaz naturel. Il voulait que le gaz naturel reste aux USA. Trump, quand il est arrivé, il a dit on détricote tout ça et on prépare des exportations massives. Et dès l'année dernière, les grands pétroliers, les grands opérateurs de flotte, ils s'étaient positionnés de manière très opportuniste pour dire à l'administration Trump, voilà, on monte pas de blanche, vous voulez exporter votre gaz naturel, nous on sait faire, on le fait depuis des années, même si on ne le faisait pas avec les États-Unis. À partir de 2025, si vous voulez, on sera un petit peu le bras armé industriel de votre politique commerciale et douanière, hein, parce que c'est ça dont on parle, et on va vous permettre d'exporter le gaz naturel américain dans le reste du monde. Aujourd'hui, on est dans une situation où les exportations mondiales de gaz naturel sont complètement bouleversées. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure la stratégie de Trump était vraiment un billard à quatre bandes, comme on dit beaucoup aux États-Unis, ou s'il s'est juste laissé un petit peu embarquer par le conflit. Mais en tout cas, aujourd'hui, les Américains, au sens états-unien, sont dans une situation idéale parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont la production. Il y a encore beaucoup de capacités de production inutilisées aux USA, donc ils peuvent ouvrir le robinet.
Contrairement aux Canadiens qui, eux, ont des capacités minières, mais n'ont pas de capacité d'exportation. Donc, ils ont du gaz, ils peuvent en sortir. Pareil pour le pétrole, ils peuvent sortir du pétrole brut, qui est même du pétrole lourd, dont on manque aujourd'hui dans le mix international. Donc, ils pourraient profiter de la situation, mais ils sont un petit peu coincés par manque d'infrastructure. Donc, eux, ils en profiteront si la situation dure 6 mois, 1 an, 2 ans de plus. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, les Canadiens, ils peuvent rien faire. Et puis, vous avez les Australiens, pareil, qui travaillent sur le GNL depuis 5-10 ans maintenant, les Indonésiens aussi, qui sont en train d'ouvrir des champs absolument majeurs. Il y a des sociétés qui sont positionnées là-dessus, et eux, bah, comme ils ont la chance du hasard du calendrier, ils vont mettre sur le marché les mètres cubes de gaz naturel, et on parle de millions de mètres cubes, hein, c'est pas rien, dans les prochains mois. Donc, on parle de 2026, début 2027. Et là, vous avez des boîtes qui sont extrêmement bien positionnées et qui vont profiter, bah, c'est de la chance, hein, là, parce que eux, ils ne partent pas du tout sur les conflits au Moyen-Orient, ils sont très loin de ça. Mais en tout cas, le hasard du calendrier fait que eux vont pouvoir en profiter. Donc, on a quand même des acteurs qui vont pouvoir tirer un petit peu l'épingle du jeu dans cette situation. En tout cas, j'imagine que l'inflation va évidemment repartir à la hausse. Dans ce contexte-là, quelle sera la stratégie des banques centrales, Philippe? Ah, ah. Alors, dans un premier temps, donc, le calcul et les anticipations inflationnistes sont complètement revus à la hausse. Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour qu'on saisisse bien pourquoi on ne peut pas aujourd'hui se dire non, mais l'inflation, on se fait des idées. Euh, 40 installations pétrolières ou gazières ont été touchées, abîmées, partiellement ou totalement détruites. Bon, le Qatar a dit, nous, c'est nos capacités de production gazière qui sont déjà diminuées de 17% pour le premier producteur de gaz du Golfe Persique. Réparer une unité de liquéfaction du GNL, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est 2 ans. Donc pendant 2 ans, il va manquer 17% au Qatar, ce qui est parfaitement, enfin qu'on peut parfaitement compenser effectivement avec le gaz sibérien qui ira vers la Chine, avec plus de gaz norvégien et la mise en exploitation effectivement des nouveaux gisements Indonésie et Australie. Donc ça, c'est pas dramatique, mais vous ajoutez à ça des oléoducs qui ont été abîmés, euh, des raffineries touchées en Arabie Saoudite, en Irak. Donc je le répète, 40, 40 sites de production énergétique sont d'ores et déjà à l'arrêt ou en mode de production réduite. Et ça, c'est pas pour la semaine qui vient, c'est pour 2, 3 trimestres au minimum. Et je vais aussi préciser une chose, vous me dites, ah oui, mais un oléoduc, s'il y a un drone qui casse un tronçon de 10 mètres, bah, on remet un bout de tuyau. Et non, non, parce que si un drone a touché cet endroit, les équipes venant réparer prendront pas le risque qu'un nouveau drone programmé avec exactement les mêmes coordonnées GPS tombe dessus. On ne peut pas entamer de réparation tant que les drones et les missiles continuent de sillonner le ciel. Voilà, c'est pour bien fixer les choses. Donc, l'inflation n'est pas un phénomène de 3 semaines, le temps d'arrêter la guerre. On est déjà sur une situation de pénurie relative sur le gaz et le pétrole. Alors, si la guerre dure 3 semaines de plus, nos réserves sont suffisantes. Si c'est 4 semaines, on va se dire, ah, et ça devient tendu. Si c'est 5 semaines, là, on va commencer à devoir arrêter des usines en Allemagne, en Italie, en France, etc. Voilà. La Pologne sera moins touchée parce que la Pologne a le charbon. Et je dirais que c'est la même chose pour l'Inde, qui est très dépendante aussi du gaz du Golfe. Qu'est-ce que va faire l'Inde? Elle va probablement accélérer sa consommation de charbon. Bonne nouvelle pour l'Indonésie, qui, outre le gaz et le pétrole, produit également du charbon. Et très bonne nouvelle pour l'Australie, qui est également un très gros producteur de charbon. Donc voilà, si vous avez quelques noms de valeurs ou de conglomérats qui exploitent le charbon, c'est peut-être le moment. Alors aux États-Unis, il y a un nom, hein, c'est chez Zapic.
Voilà. Donc l'inflation aujourd'hui, elle s'installe et c'est pas comme la guerre du Golfe en 2003, c'est pas comme la guerre des 12 jours en juin 2025 où aucune infrastructure gazière ou pétrolière n'avait été abîmée ou détruite. Là, on est bien dans une vraie disruption de l'approvisionnement, non pas comme en 1973 pour des raisons politiques. Hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, les pays producteurs s'étaient dit on veut arrêter, on veut plus être payé en monnaie de singe avec du dollar, etc. Maintenant, on augmente les tarifs, sinon vous n'aurez plus de pétrole. Là, il y a une vraie disruption physique qui est un phénomène que l'on n'a jamais observé au XXIe siècle. Voilà. Donc ça, c'est évidemment inflationniste. Et là, c'est pas de l'inflation psychologique où on se dit ah là là. Et si les choses s'envenimaient, c'est ce qu'on se posait, la question qu'on pouvait se poser éventuellement en juin 2025. Et si ça s'envenimait, bah là, on est dans le pire des scénarios que l'on anticipait en juin 2025. Donc, nous sommes bien dans un contexte inflationniste. Donc, nous sommes bien dans un contexte où, face à une envolée des taux, les banques centrales vont avoir ce choix cornélien, voire quasiment impossible. Est-ce qu'on combat l'inflation? On monte les taux au moment où les pays sont les plus endettés, au moment où les entreprises, notamment aux États-Unis, connaissent le plus fort taux de défaut sur leurs emprunts. On est à 9,2, mais c'est 9,5 à l'instant où on se parle. On est près de 10% de taux de défaut. C'est pire que la période post-crack Lehman, AIG en 2008-2009. Là, on a un taux de défaut des entreprises qui est supérieur au pire de la crise, de la grande crise financière de 2008-2009. Donc, monter les taux dans ces conditions-là, ça veut dire que là, on fait littéralement exploser le système. Les entreprises qui ne pouvaient déjà pas rembourser avec des taux, bon, je parle des entreprises privées, donc on est plutôt sur des taux à 6-7%, elles ne peuvent carrément plus rembourser si vous mettez 50 points de plus. Hein. Et pour les États, c'est pareil. Les États-Unis, c'est 39 000 milliards de dettes, donc on a passé la barre des 39 000 il y a une semaine exactement. On a maintenant des taux américains qui ont passé, enfin qui ont quasiment atteint la barre des 5% sur le 30 ans. Donc, si la Fed disait, ben non, mais nous, on sera inflexible sur l'inflation, là, ça veut dire que d'un seul coup, la dette américaine, elle ne coûte plus 1200 milliards par an à financer, mais 1500. Vous voyez, les États-Unis, 39 000 milliards de dettes, à un coût moyen de 3,70, 3,80, c'est déjà 1200. Si on passe la barre des 4, voilà, on va aller à 1500 milliards. Donc, c'est tout simplement impossible. Donc, quel sera le choix des banques centrales entre l'inflation et le risque de récession, voire de déflation? Les banques centrales vont opter, comme elles le font à chaque fois, pour sauver l'activité, sauver la croissance et laisser filer l'inflation. Et le bénéfice est double, en fait, parce que si vous laissez filer l'inflation, quelque part, vous réduisez le poids de la dette. L'inflation mange la dette résiduelle. Donc, vous soutenez le marché, les entreprises, en injectant massivement de l'argent au nom, au nom du principe qu'à situation exceptionnelle, riposte monétaire exceptionnelle. Donc, on relance la planche à billets à fond la caisse en mode Covid. Et en plus de ça, on se dit, on a un très très bon argument. Et oui, malheureusement, du gaz et du pétrole, il va en manquer pendant des trimestres, voire peut-être même des années. Donc là, il faut absolument qu'on soutienne nos entreprises, qu'on soutienne l'économie. Donc l'inflation va flamber parce que la planche à billets, elle va revenir. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont en faire l'annonce, mais probablement dès que Wall Street aura perdu 10-15%, ça commencera à être la question au quotidien. Qu'attend la Fed?
Et Trump, il sera évidemment, il ira de son couplet. Mais qu'attend Jérôme Powell pour remettre en route la planche à billets et sauver nos économies de la catastrophe, de la récession, de la dépression, puisque c'est exactement ce dont il est question. Donc, entre l'inflation et la dépression, ne vous inquiétez pas, le choix, on le connaît d'ores et déjà. Et on verra après ça qu'est-ce qu'on fait dans un scénario et un contexte où la planche à billets se remet à tourner à une vitesse intersidérale. Tiens, je suis d'accord avec l'idée que 2026 sera le retour de la planche à billets, j'imagine. Et Philippe parle d'un élément qui est intéressant, donc c'est l'évolution des taux. Alors, sans vouloir rentrer trop dans l'aspect technique, parce que c'est un sujet qui est quand même assez pointu, mais les taux d'intérêt, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, et puis les marchés, à tout moment, ils réfléchissent à comment ils vont évoluer. Et là, depuis 15 jours, il y a eu un changement de philosophie majeur chez les gros intervenants, donc on parle de grosses mains, hein. On parle de gérants de fonds, on parle de fonds souverains qui investissent vraiment des milliers de milliards de dollars, qui ont complètement changé d'avis et qui ne sont pas d'accord avec Philippe Béchade. Alors, eux, ce qu'ils disent, ils pensaient il y a 15 jours que les banques centrales étaient dans une politique d'assouplissement ou de stabilité, hein, donc que ce soit pour la Fed aux États-Unis ou pour la Banque centrale européenne chez nous, où les taux allaient être stables en Europe, en gros, et puis baisser tranquillement en 2026 aux États-Unis. Et là, depuis 15 jours, ils sont rentrés dans un. Ils ont complètement changé de braquet et ils disent, bah non, en fait, ce qui va se passer, c'est des augmentations de taux. Et ils font pas que l'anticiper de manière théorique, ils ont vraiment mis de l'argent. Et en fait, quand on voit les contrats à terme sur les évolutions de taux, donc c'est des instruments financiers qui brassent vraiment beaucoup d'argent hein, par rapport au marché d'actions, et ben, ces intervenants se sont positionnés pour une augmentation massive des taux d'intérêt. Et là, je suis d'ailleurs plus d'accord avec Philippe qu'avec le marché là-dessus, c'est est-ce que ça va être possible pour les banques centrales d'augmenter massivement les taux? Donc, Philippe parlait de l'intérêt de l'inflation, ça c'est bien compris hein, pour les États, il faut laisser filer l'inflation. L'argument en fait de ces grosses mains depuis 15 jours, et qui à mon sens est faux, je vais vous expliquer pourquoi, c'est de dire qu'on est revenu comme en 2022, c'est-à-dire qu'en Europe, on a manqué d'énergie, il y a eu de l'inflation post-pénurie, les banques centrales ont monté fortement leur taux d'intérêt, et ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai, globalement. Bon, il y a eu un petit peu des effets de bord à la marge, hein, anecdotiquement, la disparition de l'industrie allemande, bon, c'est un détail de l'histoire, hein, que les Allemands, ils sont un petit peu, ils rigolent un petit peu moins que nous, mais globalement, pour le reste de l'Europe et le reste du monde, la période de taux d'intérêt élevés, post-Covid, elle s'est bien passée. Et donc, ce que les grosses mains disent aujourd'hui, c'est que les banques centrales vont pouvoir faire la même chose. Mais il y a une différence fondamentale par rapport à 2022, et je reviens là-dessus parce que tout à l'heure, je vous disais que c'est la même chose. Mais il y a quand même une différence, et ça, il faut qu'on en parle à nos auditeurs aujourd'hui, c'est qu'en 2022, on avait un rebond d'activité post-pandémie. On avait effectivement des pans d'activité qui étaient en surchauffe. Enfin, si vous essayez de trouver un maçon, un artisan, ou même un rendez-vous chez le médecin, euh, en 2022, c'était compliqué. Il y avait des mois d'attente. Et il y a des matières premières où il y avait des tensions internationales, où on ne trouvait plus certaines choses. Le bois de construction, en 2022, il n'y en avait plus, nulle part. Bon. Donc, quand vous êtes une banque centrale et que vous montez les taux d'intérêt dans ce contexte, vous tuez la demande. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, c'est de la demande excédentaire. C'est des gens qui voulaient se faire construire une maison. C'est des gens qui voulaient partir en voyage un peu plus loin. Bah oui, les avions étaient pleins. Bon, bah, on reporte son voyage. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, en tout cas en Occident, dans cet état économique. On était déjà en stagnation. Alors la question, c'est est-ce qu'on va devenir, ça va devenir de la stagflation ou pas? Probablement oui. Mais en tout cas, si vous montez les taux, là, vous tuez de la demande, mais de la demande fondamentale, de la demande basale. Donc vous tuez en fait le niveau de vie de vos citoyens. Et c'est pour ça que les banques centrales auront le plus grand mal à augmenter les taux d'intérêt sans créer une dépression. Et c'est pour ça que je suis plus d'accord avec Philippe qu'avec le marché, alors que pourtant on a l'habitude de dire que le marché a toujours raison, mais il faut aussi être capable de dire des fois que bah non, le marché il se plante, parce que monter fortement les taux d'intérêt aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que les banques centrales ne vont pas le faire, hein. Les banques centrales, elles ont aussi leurs agendas, elles sont capables de faire des grosses bêtises. Mais en tout cas, si elles le font, ce qui est certain, c'est que c'est une dépression majeure, c'est 1929. On tue une activité basale, on ne fait pas que casser la croissance excédentaire. Donc là, on rentrerait effectivement dans un scénario de grosse crise économique réelle, pas que de l'économie financière, de l'économie réelle. Ça veut dire des boîtes qui feraient faillite, ça veut dire des millions de personnes au chômage, en plus, juste à cause de la hausse des taux. Donc, est-ce que les banques centrales le font, oui ou non? Bon, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, les conséquences ne seraient pas du tout celles de 2022. Donc, le pricing du marché qui dit bah, ça va se passer comme en 2022, on va se prendre 200 points de base de plus, et puis après, ça va redescendre tranquillement jusqu'à 2028. Bon, c'est un scénario un petit peu bisounours. Donc, il ne se passera pas comme ça.
En tout cas, s'il se passe comme ça, s'il y a effectivement cette augmentation massive des taux d'intérêt, qui justifie d'ailleurs que les obligations ont beaucoup baissé, hein, les obligations d'État baissent, mais aussi les obligations des entreprises privées, ok, et ben dans ce cas-là, les actions devraient perdre bien plus que ça. Parce que les petites corrections qu'on a eues là de 8-10% en un mois, et d'ailleurs on voit hein, que l'Allemagne baisse plus vite que la France, on en parlait tout à l'heure avant de commencer cette conférence. C'est vrai, le DAX baisse beaucoup plus vite que le CAC 40 ces derniers jours. Euh, Si vraiment le scénario de hausse des taux se matérialise, dans ce cas-là, il faut que les actions perdent 30%, pas juste 10. Donc le marché n'a clairement pas du tout intégré les risques qui pèsent actuellement sur la Non, bourse. et le marché n'est pas cohérent. Et c'est là-dessus, ce sur quoi je veux attirer l'attention de nos auditeurs aujourd'hui, c'est qu'on a encore une grosse incohérence de marché. Si vraiment les obligations méritent le niveau qu'elles ont aujourd'hui au 23 mars, dans ce cas-là, les actions devraient être encore 10-15% plus bas qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc Philippe, est-ce que tu t'attends aussi à avoir une baisse très importante des indices dans les mois à venir? Par exemple, dans les mois à venir, dans les jours à venir. Chaque jour qui passe est un jour où il y aura de mauvaises nouvelles. Ou on en a une très très bonne, c'est que d'un seul coup, l'Iran, Israël, les États-Unis trouvent un terrain d'entente qui me paraît compliqué, d'autant que les Iraniens aujourd'hui nous font valoir que le canal de Suez c'est payant, le canal de Panama c'est payant, et que le détroit d'Ormuz lui est gratuit. Et l'Iran envisage maintenant d'instaurer des droits de passage pour financer sa reconstruction. Si jamais les États-Unis ne voulaient pas consentir à verser 1 000 milliards de réparations à l'Iran. Je pense que 1 000 milliards, c'est une estimation assez juste des dégâts causés par la guerre déclenchée le 28 février par Israël et les États-Unis. 1 000 milliards, mais chaque jour qui passe accroît la facture. Donc, j'ai du mal à penser qu'on va trouver un terrain d'entente entre les États-Unis et les Iraniens, surtout que la plupart des négociateurs iraniens ont été tués. Hein. Donc, ça donne pas tellement envie de négocier quand on sait que si on est désigné pour parler, si ça se trouve, on va exploser dans les 3-4 heures qui suivent. Donc, voilà un petit peu où on est la situation. Donc, il faut, je pense, se placer dans un scénario de conflit durable où il ne peut y avoir que de mauvaises surprises, un oléoduc touché, une raffinerie qui flambe, un terminal pétrolier qui explose. Voilà ce à quoi on s'attend. Et on espère des choses pas trop dramatiques, c'est-à-dire 10 millions d'étrangers obligés de quitter Abu Dhabi parce qu'il n'y a plus d'eau. Voilà. Non, non, la situation est absolument épouvantable et il n'y a pas d'exit strategy. Hein. Enfin, Napoléon disait, un de ses généraux, qui lui présentait un grand plan d'attaque, d'accord, j'ai compris votre plan A, maintenant, expliquez-moi votre plan B, c'est-à-dire au cas où les choses se passent mal. Et là, son maréchal lui dit, ah, pour l'instant, j'ai un plan A. Et Napoléon lui répond, si vous n'avez pas de plan B, alors votre plan A ne vaut rien. J'espère que malgré tout, Donald Trump ou Netanyahou avaient un plan B. Mais s'il n'en avait pas, je pense que Napoléon a raison. À ce moment-là, le plan A ne valait rien. Et donc, on est à ce moment-là dans une situation de chaos où on ne sait absolument pas où on s'en va. Ce qui est une certitude, c'est que même si le conflit cessait, l'image des États-Unis serait épouvantablement abîmée à côté du mensonge de la guerre du Golfe et des armes de destruction massive de Saddam. Ce que vient de faire Donald Trump, mais ça ruine littéralement la réputation du pays. Qui aura envie de faire des affaires avec les États-Unis, hein, dans ces conditions? La parole présidentielle de Donald Trump ne vaut plus rien, hein, puisqu'il commence une phrase et à la fin de la phrase, il dit l'inverse.
vendredi 20, il dit, bon, il faudra peut-être quand même désescalader cette histoire-là dans le Golfe, parce que ça commence à être inquiétant. Le lendemain, quand les marchés sont fermés, il dit, ultimatum, et je commence à bombarder les installations civiles en Iran. Imaginez Poutine ou Xi Jinping tenant le même discours. Enfin, ça serait, la planète serait abasourdie et accablerait le pays qui profère ce genre de menace, l'accablerait de sanctions. Hein. Donc pour les États-Unis, c'est peut-être un désastre stratégique et militaire, parce qu'on nous dit que le Gerald Ford a dû quitter le terrain des opérations parce que la buanderie avait pris feu et qu'il y avait de la fumée qui sortait du porte-avions. Ça devait très très bien se voir pour les satellites russes et chinois. Si ça se trouve, il s'est bien pris un drone ou un missile, puisqu'il y a un navire ravitailleur qui contenait 6000 missiles de tout type qui a été coulé mardi dernier. Donc, nos médias ne l'ont pas trop mis en avant, mais c'est le cas. La valeur de la cargaison de ce navire ravitailleur, c'était 57 milliards de dollars. Je dis bien 57 milliards de dollars d'argent du contribuable américain qui est aujourd'hui au fond de la mer Rouge. Et aujourd'hui, cette mer Rouge n'étant plus praticable parce que les Houthis sont au bout et attendent éventuellement de torpiller ou de couler un nouveau navire ravitailleur, ça veut dire que désormais, la seule route viable et sûre pour l'instant, c'est faire le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Donc voilà ce que je suis en train de vous avancer, c'est que en plus du manque de gaz et de pétrole, les bateaux qui parviendront à franchir le détroit d'Ormuz ou qui reviendront de Rotterdam pour aller recharger quelque part, il va falloir qu'ils fassent le tour de l'Afrique. Et tout ce qui vient d'Asie doit également faire le tour de l'Afrique. Alors, évidemment, les bateaux chinois, ils ne vont pas être coulés ni par les Houthis, ni par des tirs iraniens. Mais pour beaucoup de navires occidentaux, la seule route aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. C'est 15 jours de navigation supplémentaire. C'est des centaines de milliers de dollars supplémentaires par jour sur le coût du fret. Donc, nous devons ajouter dans notre scénario inflationniste non seulement la hausse des produits de base, mais également le coût du transport. Tout ce qui va venir d'Asie à destination de l'Europe va passer par le cap de Bonne-Espérance. Donc, le scénario inflationniste, voilà, c'était pour vous dire que là, on est absolument certain de ne pas y échapper. Et bien sûr, à un moment, on va se dire, mais qui est responsable de ce foutoir? Trump dira, c'est les Iraniens, ils étaient prêts de nous attaquer. Bon, malheureusement, il se trouve que dans son entourage, il y a des gens qui disent que mais ça, c'est une invention et c'est de la propagande. Trump, ensuite, s'est défaussé en disant, bon, alors d'accord, nos services secrets n'étaient pas tout à fait certains qu'on allait être attaqué, mais c'était les impressions de mon gendre, Jared Kushner. Il avait l'impression que l'Iran allait nous attaquer. Bon, imaginez que Xi Jinping ou Poutine disent, j'attaque, je ne sais pas, le Vietnam ou j'attaque je ne sais quel pays parce que j'ai l'impression qu'ils ont des intentions hostiles. Mais vous voyez dans quel monde on est là? Vous voyez dans quel monde on vit? Est-ce que vous croyez que la planète va avoir envie aujourd'hui de coopérer avec les États-Unis qui nous ont balancé des droits de douane supplémentaires le 7 avril 2025? Le 7 avril, c'est dans même pas 15 jours, on va fêter ce joyeux anniversaire. Donc les États-Unis, si j'ose dire, nous font pas de cadeaux depuis le 7 avril 2025. Et aujourd'hui, ils nous disent, bon, alors maintenant, il faut intervenir pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Voilà. Donc, on vous a collé des droits de douane supplémentaires, on vous insulte à longueur de temps, vous êtes des nuls, vous êtes des lâches. Et les États-Unis pensent que le monde va avoir envie de coopérer avec eux après cet épisode de la guerre du Golfe dont on ne sait pas comment on va s'en sortir. Je pense, alors si on se demandait qui va tirer profit de la guerre, on se disait oui, les groupes qui produisent du gaz, etc., quelle que soit leur nationalité. Mais pour les États-Unis, ils viennent, je pense, de s'aliéner 180 pays sur 200,
à part évidemment leurs fidèles alliés habituels ou qui sont leurs obligés. Mais je pense que ce qui vient de se passer, enfin, ce qui est en train de se dérouler, est une catastrophe pour les États-Unis, une catastrophe politique, et qui se transformera probablement en catastrophe boursière. Et en cas de catastrophe boursière, il n'y a aucun doute sur le fait que Trump demandera et obtiendra évidemment la remise en route de la planche à billets. Alors justement, on peut parler des indices hein, qui étaient en baisse ce matin, le CAC a perdu 1,4%, le DAX 2%. On a aussi l'or qui a un petit peu chuté, hein, qui a chuté de 5%. Est-ce qu'on peut dire encore qu'aujourd'hui l'or joue son rôle de valeur refuge, Étienne, ou au contraire n'est plus Alors, vraiment alors, fiable? c'est de pire en pire, hein. Là, c'est une glissade. Là, on est sur du moins 10% par rapport au plus haut d'il y a quelques jours. Euh, Ça joue plus le rôle de valeur refuge sur le court terme, clairement, quand ça décroche comme ça. Ça a joué le rôle de valeur refuge pendant les 15 premiers jours du conflit. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y avait une fuite des obligations, une fuite des actions, et l'or qui était stable, qui restait en gros à moins 0,5% sur 15 jours. Donc les investisseurs étaient prêts à vendre leurs papiers, que ce soit de la détention de titres ou de la détention d'obligations, mais garder l'or. Et là, depuis quelques heures, et ça, c'est vraiment, ça bouge d'heure en heure, l'or dégringole complètement. Alors ça, c'est symptomatique d'une crise de liquidité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont obligés de vendre leur or alors qu'ils auraient préféré ne pas le faire. S'ils avaient voulu le faire il y a 15 jours, ils l'auraient fait, surtout qu'il y avait déjà des baisses sur les actions et les obligations, et que l'or a quand même une trajectoire absolument formidable depuis un an. Donc il y avait de l'argent, il y avait des plus-values latentes, et ça aurait été raisonnable pour des investisseurs de dire, bon, bah voilà, je prends mes gains sur l'or, qui sont colossaux, et bah, je me renforce un petit peu, je rachète un peu des actions pas chères, des obligations pas chères, je pense à l'avenir. Ils l'ont pas fait pendant 15 jours. Et s'ils le font aujourd'hui, c'est qu'ils se retrouvent coincés. Et ça, c'est un scénario d'appel de marge très classique. C'est-à-dire que vous avez des intervenants qui ont investi avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. Donc, ils se sont dit, je pense que les actions vont monter, je vais investir dans l'IA ou que sais-je. Je pense que les obligations d'État vont monter, hein, les taux d'intérêt sont à 3%, ça gagne beaucoup d'argent et puis les banques centrales vont baisser leur taux directeur. Donc, je vais gagner de l'argent avec les obligations d'État. La patatras, vous avez les actions de la tech américaine qui s'effondrent. Vous avez les taux réels de marché des emprunts d'État qui explosent complètement, hein. On est quasiment à 4% là, sur les emprunts français. Euh, Vous perdez de l'argent. Et puis, c'est de l'argent que vous avez emprunté. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de déboucler vos positions. Sauf que cet argent, vous ne l'avez pas. Et puis maintenant, vous avez des pertes en plus. Et c'est là où vous êtes obligé de vendre vos actifs qui sont pourtant des biens précieux, donc l'or et l'argent, et vous avez des dégagements massifs. C'est un signe de panique. Ça, il faut pas se voiler la face. Quand vous commencez à tout vendre, même ce qui va bien, en fait, on revient dans la situation quasiment d'il y a un an. Hein, pendant le Trump crack, au début, on a eu des ventes massives sur les actions, puis sur les obligations, et puis après, même les emprunts d'État hein, qui ont été vendus, alors qu'ils étaient recherchés pendant les premiers jours des droits de douane, et puis à la fin, vous avez l'or, le Bitcoin, enfin, tout qui partait à la baisse. Ça, c'est un problème. D'autant qu'on est quand même là depuis 10 ans sur des plus hauts historiques permanents, c'est-à-dire que vous avez des hedge funds, vous avez les gérants de fonds, vous avez les particuliers qui sont de plus en plus endettés pour être investis sur les marchés d'actions. Personne n'a sifflé la fin de la récréation. Et ça fait plusieurs années que tous les mois, quand on a les chiffres des instances monétaires, eh ben, on voit que le stock de dette investi sur les actifs financiers augmente. Alors, il y a des petites fluctuations, hein. Des fois, on dit, ah, ça y est, c'est bon, c'est une petite baisse, c'est le début du désendettement. Et puis après, on voit que le mois d'après, ben, en fait, ça reprend tout le terrain qui avait été perdu. On est dans un système de gonflement des liquidités disponibles, mais aussi de gonflement de l'endettement. Donc, quand vous devez réduire tout ça, vous devez retrouver de la liquidité et c'est là où vous vendez tout ce que vous pouvez. Il n'y a pas de crack immobilier aujourd'hui, le 23 mars, parce que vendre de l'immobilier, c'est long, mais c'est la prochaine étape. Et voilà, dans un scénario vraiment de dépression, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Philippe, eh ben, vous vendez tout. Vous vendez vos entreprises pour 1 euro symbolique, vous vendez votre maison, vous vendez votre voiture. Et plus rien n'a de prix parce que plus personne ne peut faire face à ces obligations financières. Et là, on est au tout début de ce qu'on appelle le deleveraging, qui est en fait la baisse de l'effet de levier. On a fait même pas 5% du chemin. Quand on regarde les chiffres là, de ce week-end, j'étais en train de compiler ça avant la réunion, par rapport à l'augmentation des 12 derniers mois, c'est rien du tout, c'est même pas 10%. Donc si on doit revenir ne serait-ce qu'au niveau d'avril 2025,
qui était un scénario de crise, mais on est sorti par le haut. Si on veut revenir simplement à ce niveau, eh ben, il faut vendre beaucoup d'actifs. Et le problème, c'est que vous vendez votre or à moins 15%, vous vendez vos actions à moins 10, moins 15%. Il y a un moment, vous prenez des pertes surtout. Et les pertes ont un effet boule de neige parce que plus vous êtes en perte, plus vous devez vendre. Quand vous devez vendre, vous baissez la valeur de votre portefeuille d'actions. Et puis, vous avez votre courtier, votre banquier qui vous avez prêté de l'argent qui dit, OK, je t'avais prêté à tel niveau, ça a perdu 10%, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, bah, tu vas vendre. Et puis maintenant, ça a perdu 20%, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bah, tu vas vendre, etc. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir une capitulation. Et on n'y est pas du tout encore, hein. Mais en tout cas, on est au début de cet effet boule de neige qu'il faut surveiller. Donc, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ont encore l'agilité de le faire, c'est le moment de ne pas être endetté. Et puis, malheureusement, pour ceux qui sont endettés et qui sont un peu trop gros ou qui ont des actifs pas liquides, eh ben, il faut espérer que ça aille pas trop bas, parce que ça peut aller encore bien plus bas dans un moment de crise. Concrètement, quels seront les premiers secteurs dont on va se débarrasser en tant qu'investisseur dans ce contexte? Alors moi, je dirais que les premiers sont ceux où on gagne beaucoup d'argent, beaucoup. L'or, l'argent, doublement, triplement en 18 mois. On peut vendre. Pour ceux qui ont accumulé de l'argent autour de 35 dollars, là aujourd'hui on est à 64, 62 quand on a commencé ce live, ça va très très vite. Euh, à 50, on est encore très 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 largement gagnant pour celui qui a acheté à 35. Pour l'or, même chose. Si vous en avez acheté à 3000, à 4000, vous en vendez, vous réalisez encore des profits magnifiques. Enfin, tout le monde se contenterait de gagner 35% sur n'importe quelle classe d'actifs. Alors, imaginez sur des Palantir, des valeurs liées à l'IA qui ont fait x4, x5. Mais là, il n'y a pas de limite. Si ça a été acheté 10 dollars et que ça en vaut 50, à 25, celui qui vend, il gagne encore beaucoup d'argent. Le problème, c'est que ceux qui ont acheté entre 25 et 50, ils vont se faire détruire par ceux qui ont été les premiers à acheter au bon moment et qui vont liquider pour effectivement faire face à des appels de marge sur des positions qu'ils ont prises peut-être à des moments moins judicieux. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de bénéfices à prendre. Et dans cette logique que décrit Étienne et à laquelle je souscris complètement, quand vous êtes obligé de vendre les bijoux de la couronne, vous commencez, je ne sais pas, par les émeraudes. Bon, ensuite, vous allez passer au rubis, puis après ça, vous allez passer au saphir, et ainsi de suite. Donc, vous vendrez à un moment les valeurs IA, les semi-conducteurs, tout ce sur quoi vous avez des plus-values de 200, 300, 400%, hein, selon que vous avez investi plus ou moins en 2023, 2024 ou 2025. Il y a énormément de bénéfices à prendre quand on veut par ailleurs se dégager de liquidités. Alors en ce qui concerne l'argent, ben lui, il souffre. Il souffrait ce matin, il perdait 9% à un moment à 61,5. Il souffre de son double statut de valeur refuge et également de métal industriel. On anticipe naturellement un ralentissement économique. Il ne peut pas en être autrement. Sauf que si même la consommation d'argent diminuait de 10%, ça ne changerait rien à la situation de pénurie actuelle. Donc ça va, dans un premier temps, on va se dire oui, l'argent est victime aussi des perspectives de récession. Mais la réalité, c'est qu'il manque plus de 20% hein, d'argent par rapport à la demande. Donc voilà, on a un prétexte intellectuel aujourd'hui pour justifier la baisse de l'argent. Mais la réalité du marché, c'est que l'argent physique est toujours en pénurie. Et que pour ceux qui détiennent de l'or, si on se projette dans 3, 4 mois, après une bonne correction à Wall Street et Trump qui dit mais qu'est-ce qu'attend non plus Jérôme Powell, hein, mais Michael Warsh, pour relancer la planche à billets, ceux-là vont se dire bon, bah, donc le dollar il vaudra plus rien. L'Europe, ils vont faire exactement pareil, ils vont mettre en route la planche à billets. Donc, les monnaies ne vaudront plus rien. Donc, on va avoir, à mon avis, un phénomène de flux et de reflux. Et moi, j'ai une image qui me vient en tête, c'est le tsunami. Quand vous voyez d'un seul coup la mer qui se retire, et ce qui est le cas pour l'argent et l'or, mon Dieu, que se passe-t-il? L'or vaut à peine plus de 4002, l'argent est tout près de 60, il était à 90 il y a 15 jours. Oups, la mer se retire, c'est terrible.
Mais la réalité, c'est que dans un tsunami, quand la mer se retire, c'est pour revenir furieusement et tout submerger. Et moi, ce que j'anticipe, effectivement, c'est ce retour de la grande vague. Alors, un tsunami, généralement, vous avez au moins 2 ou 3 grandes vagues hein, qui se succèdent. Hein. C'est jamais la vague toute seule qui arrive et qui submerge la côte. Hein. Vous en avez une, deux et trois. Donc, ce que je vois arriver, quand on va comprendre que les monnaies, le dollar, l'euro, le yen vont être sacrifiés, on va avoir dans, alors je ne sais pas combien de mois ou trimestres, on aura à ce moment-là le retour massif des achats sur l'or et l'argent. D'autant plus que je me mets à la place des Émirats, du Qatar, à un moment, quand je suis au bord de la faillite, et ça va arriver très très vite, hein, c'était le début de mon propos hein, au début de ce live, c'était que les Émirats sont au bord de la faillite. Ils ont plusieurs choses à sauver, les Émirats. Leur compagnie aérienne, tout ce qui touche au tourisme et l'immobilier. Ça fait 3 choses. Alors, ce qu'ils vont sacrifier peut-être, c'est le tourisme. Bon, les hôtels, il n'y aura plus personne dedans. Bah voilà, il va falloir qu'ils fassent le gros dos. En revanche, pour l'immobilier, là, aux Émirats, ce sont des centaines de milliards de dollars d'engagés pour des programmes immobiliers où on supposait que les gens se battaient hein, pour avoir un appartement au 63e étage avec vue sur la marina et piscine sur le balcon. Donc là, les groupes immobiliers émiratis, s'ils font faillite, les Émirats n'ont pas le choix, soit ils les laissent faire faillite, et là c'est une catastrophe mondiale, c'est-à-dire que là, même la City va être fortement impactée parce qu'il y a des ponts financiers entre la City et les Émirats qui sont évidents. Et là, les Émirats pourraient ne pas avoir le choix que de vendre leur T-bond américain pour se sauver de la faillite. Parce que c'est ça qui est en train de se profiler pour les Émirats. Et les compagnies aériennes, évidemment, que ça soit Etihad, Fly Emirates, s'ils ne sauvent pas ces compagnies, c'est l'avenir des Émirats qui est complètement compromis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si le trafic aérien ne revient pas dans les semaines ou les mois qui viennent, il n'y aura pas d'autre choix que de sauver Emirates en rajoutant de l'argent. Alors, peut-être que le prince bin Zayed en mettra de sa poche, mais je pense que d'abord, il ira puiser dans son stock de T-bonds américains, ce qui est normal parce que quand même, c'est un peu les Américains qui ont fichu le bazar. Donc, très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommanderiez à des investisseurs? Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs à éviter à tout prix et d'autres où justement, on en a un petit peu parlé avant, hein, mais est-ce qu'il y en a d'autres où justement il y a des opportunités encore aujourd'hui et où on peut encore se positionner en espérant avoir des rendements intéressants? Je vais essayer de Ah, répondre à Étienne. déjà, de manière générale, ouais, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que les meilleures journées des marchés boursiers, elles arrivent dans les périodes baissières. Ça veut dire que pour les investisseurs, sortir des marchés, surtout au milieu de la crise, quand elle est déjà aiguë, hein, là on ne peut pas dire même si on est au début de la crise, il y a quand même déjà des pertes importantes sur les marchés financiers. Sortir maintenant, c'est effectivement potentiellement ne pas se prendre les jours de baisse supplémentaires, mais c'est aussi la quasi-garantie de manquer les journées de rebond qui sont, encore une fois, celles qui font la performance. Et le problème, c'est que si vous manquez, ça va très vite, hein, mais ne serait-ce que manquer les 10 dernières meilleures journées des 20 dernières années, vous avez déjà perdu 90% de votre performance boursière. Donc, soit vous avez une boule de cristal et effectivement, vous êtes capable de timer le marché et de dire, bah voilà, la baisse, elle s'est enclenchée tel jour, et moi, je sais qu'elle va se retourner tel jour. Dans ce cas-là, faites-le. Très bien. Si malheureusement, vous n'avez pas de boule de cristal, si vous vendez tous vos actifs aujourd'hui et que vous dites, bah, j'achète quand ça ira mieux, vous allez manquer le rebond. C'est une certitude. Je vais revenir un petit peu en arrière, mais promis, ce n'est pas mes grimoires d'histoire que je ressors là, c'est juste le Covid. Le Covid, pour ceux qui se souviennent des marchés financiers, on parlait de l'irrationalité des marchés financiers en janvier, février, mars 2020, en disant, mais regardez, le Covid, c'est quelques morts en Chine, c'est pas ça qui va arrêter l'économie de la planète, et pourtant les marchés financiers baissent. Bon. Et puis quand ça a commencé à être vraiment la pagaille, notamment en Occident, avec les premiers confinements, avec les fermetures de frontières, avec les arrêts forcés de l'économie, c'était au mois de mars 2020. C'était le début des problèmes pour les Occidentaux et pour l'économie mondiale, et pourtant c'est là que les marchés ont commencé à rebondir.
Et là, après, on a parlé de l'insolence des marchés qui ne sont pas solidaires avec les souffrances de la population générale. Bon, au-delà de ces jugements de valeur, ce qu'il faut retenir de cet épisode, qui n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 6 ans, c'est que les marchés, ils anticipent le futur, ils ont leur propre logique, et leur évolution n'est pas corrélée avec la réalité de la situation. Donc, même si le conflit en Iran s'envenime, même si on a une récession importante, il n'est pas du tout dit, et d'ailleurs c'est probablement pas ça qui va se passer, que les marchés vont baisser quand la situation va empirer et qu'ils vont remonter quand la situation va s'améliorer. C'est pas comme ça que ça se passe en bourse. Donc malheureusement pour les investisseurs, il faut être capable de rester investi dans ces périodes de crise parce que il y a un adage à Wall Street qui dit que time in market beats timing market. Ce qui fait la performance, c'est de rester investi, c'est pas de chercher à prévoir les évolutions de marché. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Eh ben effectivement, comme tu le disais Marie-Constance, on cherche les secteurs qui vont être les plus touchés pour ne pas être trop exposés et on cherche les secteurs qui vont avoir le plus de chances de rebondir. Les secteurs les plus touchés, pareil, là, on peut regarder ce que nous dit le passé, pas besoin d'aller très loin en arrière. Regardez ce qui n'a pas fonctionné en 2022 en Europe. Regardez les entreprises industrielles, celles qui étaient très consommatrices d'énergie. Bah, quand votre matière première, c'est de l'énergie, et que l'énergie devient chère d'abord, puis en pénurie ensuite, bah, vous ne pouvez plus faire affaire. Donc, vous faites des pertes. Et puis, quand vous avez fait trop de pertes, vous faites faillite. C'est ce qui s'est passé avec l'industrie allemande aujourd'hui. Et sans vouloir faire de mauvais esprit, je vous rappelle que l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles depuis 2 ans maintenant, c'est pas de l'activité logicielle, c'est pas quelque chose qui a coût marginal nul, c'est une activité industrielle très lourde qui consomme beaucoup d'énergie. Quand vous avez plus d'énergie, vos data centers, vous les faites plus tourner. Donc attention si vous êtes très exposé à l'IA aussi. Et à contrario, les entreprises qui vont bien fonctionner, c'est celles qui répondent à la pénurie. Donc on parle d'énergéticiens, on parle des quelques valeurs, il y en a qui ne sont pas du tout concernées par la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc je parlais tout à l'heure des gaziers, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Il y a aussi des valeurs européennes qui vont profiter parce que c'est un hasard stratégique. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est des génies qui avaient prévu 10 ans à l'avance ce qui allait se passer, mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez des valeurs dont l'activité ne va pas être trop réduite de fait de la fermeture des détroit d'Ormuz. Donc quand vous êtes le dernier homme debout, comme on dit dans les affaires, eh ben, vous êtes celui qui vend. Voilà. Quand tous les autres ont fait faillite, vous êtes celui qui vend. Donc oui, il y a des valeurs européennes, notamment dans le secteur de l'énergie, qui sont très bien placées aujourd'hui. Et même dans le secteur des engrais, donc je parlais tout à l'heure de la pénurie d'engrais dont on ne parle pas beaucoup dans la presse économique, vous avez des producteurs d'engrais qui soit ne sont pas très dépendants du cours du gaz, soit qui achètent leur gaz pas sur le marché du gaz international. Donc eux, ils sont très bien placés parce qu'en face d'eux, leur concurrence va devoir fermer les usines et eux, ils vont pouvoir continuer à vendre. Alors Étienne, justement, je sais que tu suis de très près certaines opportunités liées aux enjeux énergétiques dans la lettre PEA, notamment du côté des producteurs d'énergie et du pétrole, dans un contexte, comme on l'a vu, de tension sur les prix du baril. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien accessible en description de la vidéo et également via un QR code affiché à l'écran. Vous pourrez vous abonner directement au service de la lettre PEA, donc pour bénéficier des conseils d'Étienne Henry. Alors Philippe, on va passer maintenant à tes conseils. Quels sont les secteurs que tu évites à tout prix en ce moment et puis peut-être les valeurs que tu considères qu'il y a des belles opportunités en ce moment? Bon, on va commencer par le négatif et je terminerai par le positif parce que franchement, enfin, j'ai parfois des images un peu sévères sur la situation actuelle, mais je souris intérieurement. Peut-être que ça se voit un peu depuis le début du live. Donc, les secteurs dont je me détournerai durablement, les compagnies aériennes, le kérosène a quasiment doublé, hein, le carburant à la pompe a pris 25%, mais pour les avions, le kérosène, c'est quasiment le doublement. Les avions qui ne peuvent plus d'ailleurs faire escale ni à Doha ni aux Émirats et charger du kérosène pas cher. Donc là, les prix des billets d'avion vont s'envoler, si j'ose dire, mais pas les passagers, qui eux resteront probablement à terre s'ils voient que faire un Paris-Tokyo, ça coûte 40% de plus. On choisira probablement une destination un peu moins lointaine. L'hôtellerie, évidemment, très très compliqué. Euh, Toutes les boîtes qui ont de près ou de loin une activité de crédit, car nous sommes déjà rentrés de plein pied dans une grande crise, une nouvelle crise du crédit après 2008, après 2020. Cette fois-ci, donc, c'est le crédit du secteur privé, 2000 milliards d'encours de crédit avec un taux de défaut de 10%, faites le calcul, 2000 milliards, ça fait donc 200 milliards de pertes à absorber pour les boîtes qui prêtent.
Je ne pense pas qu'elles aient 200 milliards de profits à mettre en face. Donc, je reste à l'écart de tout ce qui est lié de près ou de loin au crédit. Donc, y compris même, je dirais, des BlackRock, mais je pense surtout plutôt à des Blackstone, à des boîtes qui font du financement immobilier. Donc, ça, restez à l'écart. Je le répète, hein, l'onde de choc d'une faillite des groupes immobiliers à Dubaï aura des répercussions à la City. Allez, je donne juste un petit exemple. Euh, Pensez au nombre de millionnaires et de milliardaires qui ont acheté des baraques, hein, sur The Palm en se disant que les Émirats sont l'endroit le plus sûr du monde et que cet actif est parfaitement liquide parce que si jamais moi je devais vendre, demain j'ai un Russe ou un Ukrainien qui vont se battre pour racheter ma maison 12 ou 15 millions de dollars. Aujourd'hui, à moitié prix, vous ne vendez rien. Aujourd'hui, à Abu Dhabi, si vous êtes un millionnaire, vous êtes en train de perdre des fortunes sur Abu Dhabi. Voilà. Euh, Autre secteur, évidemment, qui risque d'être sinistré, Étienne l'a évoqué, tout ce qui touche à la chimie, à l'industrie lourde en Allemagne. Et la Suisse, malheureusement, ne sera pas épargnée. Donc là, je ne serais pas très optimiste, évidemment, sur le marché suisse. L'automobile, bon, bah, c'est un désastre, évidemment. Les coûts, tous les coûts vont augmenter parce que le, l'acier, l'aluminium, tout ce qui rentre dans la composition d'une voiture, donc toutes les matières plastiques, tout ça va fortement augmenter. Et vous rajoutez à ça le prix de l'essence à la pompe, et vous rajoutez également que l'électricité étant indexée sur le gaz, c'est pas parce que vous avez une voiture électrique que vous allez la recharger et circuler moins cher. Donc l'automobile, pour l'instant, vaut mieux pas y toucher. J'oublie un secteur. Oui, bien sûr, tourisme et hôtellerie, naturellement, parce que ça va beaucoup moins voyager. Il y aura moins de gens dans les avions. Donc, l'année olympique en France, ça risque d'être un sommet pour très, très, très longtemps. Voilà. Donc là, j'ai évoqué un peu les secteurs auxquels je ne toucherai pas. Par ordre d'importance, évidemment, il faut hiérarchiser. C'est s'il y a une grosse panne, hein, dans le secteur du crédit, je peux vous dire que là, ça fait très très mal à l'économie dans son ensemble. Maintenant, quels sont les secteurs qui vont bien aller? Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, le charbon. Voilà. Toute société productrice de charbon, tout groupe minier qui extrait du charbon va certainement connaître une très très belle année 2026. Enfin, vous allez me dire, oh là là, ça va faire beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Heureusement, nous avons les ZFE à Lyon, à Paris, etc. Donc la planète, grâce à nous, va continuer de respirer. Euh, Là où je m'attends à de très très belles occasions, très belles opportunités d'achat, ben, c'est tous les groupes miniers qui corrigent actuellement très très fortement, notamment ceux qui extraient des métaux précieux. Parce que aussi, là, l'or décroche, l'argent décroche. C'est de l'argent papier d'ailleurs qui décroche, hein, je le rappelle, hein, une nouvelle fois, hein, c'est les contrats à terme sur l'argent qui étaient à 61,5 en début de matinée. C'est pas l'argent métal, si vous voulez vous en procurer du physique, je vous souhaite bonne chance pour en trouver à moins de 90 $ l'once, hein. Donc, les mines chutent alors que leurs profits ne chutent pas du tout, mais pas du tout. La joie First Majestic ce matin qui perd encore 9%, qui est maintenant à plus de 50% ou quasiment 50% de pertes en 3 semaines. Mais les profits d'un First Majestic sont aujourd'hui nettement plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 3 mois, quand First Majestic était à peu près au même niveau. Les sociétés minières gagnent beaucoup d'argent, même si l'once est à 61,5. Rappelons-nous que l'année dernière, à la même époque, c'était à 31,5. Et qu'à 31,5, ils gagnaient bien leur vie parce qu'ils avaient un coût d'extraction à 20. Et aujourd'hui, on est encore à 60. Donc les gens se vendent parce qu'ils sont contraints de vendre. Mais là, pour des sociétés minières, les résultats du troisième, du quatrième trimestre 2026
vont être sensationnels. Donc là, quand on est maintenant à des moins 50% déjà sur plusieurs minières, là, je me dis, il faut tendre l'épuisette. C'est l'épisode de correction, c'est ça que j'annonçais et que j'appelais de mes voeux depuis fin janvier, parce que c'était devenu fou. L'once à 120, bon, à 60, elle aura perdu 50% de sa valeur. Euh, J'espérais enfin avoir cette opportunité, voir les cours comme ça chuter parce que les vendeurs ne réfléchissent pas et ils n'ont pas à réfléchir, ils sont contraints de vendre, donc ils sont en train de brader, comme on dit, ils sont en train de brader des mines d'or. Donc là, je suis vraiment là très très optimiste et franchement très enthousiaste de voir que des gens qui n'ont pas le choix de vendre font chuter des valeurs dont les profits vont être historiques en 2026, en 2027. Donc, j'accueille cette correction avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. On va avoir l'occasion de se repositionner pour bénéficier, comme je le disais, de la grande vague de retour du tsunami. Là, pour l'instant, la mer se retire, mais lorsqu'elle va revenir, j'espère que nos abonnés seront avec moi sur le sommet de la vague avec probablement des doublements, des triplements de ces mêmes valeurs aujourd'hui qui ont perdu 50%, quand d'un seul coup, on va revenir sur des actifs concrets et qui ne sont évidemment pas exposés à la dépréciation monétaire qu'une planche à billets en mode furieux va engendrer. Merci beaucoup Philippe et merci Étienne en tout cas pour toutes ces réponses. On espère aussi que ceux qui nous regardent seront avec nous pour profiter au mieux du moment où justement on sera prêt à ressaisir les bonnes opportunités. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui et puis on dit à très bientôt pour un prochain entretien sur la chaîne YouTube des publications Agora. Merci à tous.